Je m'appelle Philippe Valois et je suis entré dans le parking souterrain de l'hôpital Saint-Louis à 6h47 du matin, alors que le givre de décembre cristallisait encore le pare-brise de ma Renault. En tant que chirurgien orthopédiste dans cet établissement parisien, les gardes de nuit étaient devenus ma seconde nature après 12 années de dévouement ininterrompu à mon métier. J'ai pris mon thermos de café noir, celui-là même que mon fils Théo avait appris à préparer avec une précision chirurgicale, et je me suis dirigée vers l'entrée réservée au personnel médical. Mon smartphone a vibré doucement dans la poche de ma blouse blanche. C'était un message tendre de Théo, me souhaitant bonne chance pour mes interventions et me rappelant notre projet de construire ensemble la cabane dans l'arbre à mon retour. J'ai souri involontairement et répondu rapidement, lui promettant de ne manquer sous aucun prétexte notre projet spécial. Théo venait d'avoir 9 ans et j'avais remarqué des changements subtils dans son comportement. Lors de nos rencontres dominicales dans la demeure des Dubois, la famille de mon épouse Claire, il était devenu plus réservé et silencieux. Claire insistait pour dire qu'il ne s'agissait que d'une phase passagère, affirmant que son neveu Bastien l'aidait simplement à développer sa résilience. Toutefois, ayant moi-même été un enfant introverti, je reconnaissais les signes de quelque chose de plus profond et de troublant derrière ce mutisme forcé. La matinée s'est écoulée rapidement entre les visites aux patients et une intervention particulièrement complexe sur un jeune motocycliste accidenté en périphérie de Lyon. À midi, alors que je consultais des dossiers médicaux dans mon bureau, le téléphone a sonné avec insistance. C'était Sophie Moreau, chef du service pédiatrique et l'une de mes plus anciennes amies à l'hôpital. Elle me demandait de la rejoindre d'urgence à la cafétéria de l'établissement, mentionnant avoir quelque chose d'important à me dire. Je l'ai trouvée assise à une table en bois clair, remuant distraitement une soupe qu'elle n'avait même pas goûtée. Son visage trahissait une gravité professionnelle, mais ses yeux exprimaient une inquiétude qui dépassait la simple courtoisie entre collègues. « J'ai vu Théo dans la salle d'attente il y a une semaine », a-t-elle dit à voix basse, alors que Claire la menait pour un examen de routine. Philippe, il présentait des ecchymoses sur la partie supérieure des bras. J'ai serré ma fourchette trop fort, sentant mon sang se glacer instantanément. Quel genre de marque exactement? Des empreintes digitales, 4 sur chaque bras, parfaitement compatibles avec la pression exercée par des mains d'adultes le tenant violemment. Sophie s'est penchée en avant, chuchotant qu'elle avait tout documenté, mais que l'explication de Claire avait été suffisamment plausible pour empêcher un signalement immédiat sans preuve supplémentaire. Cet après-midi-là, j'ai observé Théo avec une attention redoublée tandis que nous travaillions ensemble à la construction de la cabane dans l'arbre de notre jardin. Seul avec moi, il retrouvait sa vivacité naturelle, riant et planifiant chaque détail avec un enthousiasme enfantin authentique. Cependant, lorsque Claire a annoncé que sa sœur Chantal viendrait dîner avec son fils Bastien, j'ai immédiatement remarqué la tension dans les épaules de Théo. Son sourire a disparu comme par enchantement, remplacé par un masque d'appréhension silencieuse. Durant les 2 semaines suivantes, j'ai commencé à noter méticuleusement chaque changement comportemental, chaque retrait subtil face aux invitations familiales des Dubois. Lorsque j'ai suggéré délicatement de sauter le dîner dominical suivant, Claire a explosé de colère, faisant tomber le panier de linge propre sur le plan de travail de la cuisine avec fracas. « Qu'est-ce qui te prend ces derniers temps? Ce sont ma famille, Philippe. Théo a besoin de passer du temps avec ses cousins et d'apprendre à vivre dans le monde réel. Tu deviens un paranoïaque contrôlant. » J'ai répondu calmement que je remarquais simplement le malaise évident de notre fils en leur présence. « C'est ridicule, » a-t-elle rétorqué avec véhémence. « Chantal adore Théo. Mes parents l'adorent. Tu inventes des conflits là où il n'y en a pas. » J'ai immédiatement reconnu la tactique perverse consistant à transformer ma légitime préoccupation parentale en accusation contre mon intégrité même. J'ai trouvé Théo assis sur les marches de l'escalier arrière, ayant entendu toute la discussion à travers les murs minces de notre maison de banlieue. « Ça va, papa ?» a-t-il murmuré d'une voix presque inaudible. « Je peux supporter. » Je me suis assis à ses côtés et j'ai passé mon bras autour de ses épaules. Personne ne devrait avoir à supporter un traitement dégradant, mon fils. Tu peux me dire ce qui se passe vraiment chez les grands-parents Dubois? Après un long silence chargé de conflits intérieurs, Théo a révélé que Bastien l'appelait faible parce qu'il n'aimait pas le football et l'insultait fréquemment.
tandis que tante Chantal se contentait de rire de la situation humiliante. Lorsque je lui ai demandé directement si quelqu'un lui avait fait du mal physiquement, Théo a détourné le regard vers ses propres mains tremblantes. Maman dit que je suis trop sensible, que ce ne sont que des jeux entre cousins. J'ai senti un froid glacial parcourir mon échine en entendant ces mots. « Théo, regarde-moi », ai-je dit en tenant doucement son visage. « Personne n'a le droit de te faire du mal physiquement ou émotionnellement, jamais. » Il a hoché la tête, mais ses yeux trahissaient la confusion dévastatrice entre les récits contradictoires de sa mère et de son père. Début décembre, j'ai reçu une invitation à un congrès médical à Chicago, 3 jours de présentation de protocoles avancés de traumatologie orthopédique. Normalement, j'aurais refusé tout événement m'éloignant de la maison pendant la période de Noël, mais Claire a insisté avec un enthousiasme inhabituel. « C'est excellent pour ta carrière, Philippe. De plus, Théo et moi avons déjà des projets spéciaux avec ma famille ces jours-là. Mes parents veulent qu'on reste chez eux, qu'on prépare des biscuits traditionnels et qu'on décore ensemble le sapin de Noël. » Quelque chose dans l'insistance excessive de Claire m'a profondément troublée, bien que je ne parvienne pas à identifier exactement quoi. J'ai fini par accepter et réserver mon vol pour le 22 décembre, partant avec un nœud d'angoisse dans le ventre que je ne pouvais expliquer rationnellement. L'hôtel à Chicago était élégant, mais mon esprit restait fixé sur Théo durant toutes les conférences et débats techniques. Nos appels vidéo montraient un garçon apparemment bien portant, quoique avec une lueur absente dans ses yeux habituellement vifs. Claire répondait à mes messages avec une brièveté coupante, presque hostile. Le 23, après une présentation réussie, je me trouvais au bar de l'hôtel en conversation avec des collègues lorsque mon téléphone a vibré insidieusement. C'était Marc Lefebvre, notre voisin attentionné. « Il faut que tu m'appelles immédiatement, Philippe. C'est à propos de Théo. J'ai une vidéo que tu dois voir. » Mon sang s'est glacé en entendant ces mots chargés d'urgence. Je suis sortie dans le froid mordant de la nuit chicagoane et j'ai composé son numéro de mes mains tremblantes. Marc m'a expliqué qu'il avait entendu des cris provenant de notre jardin et, inquiet, avait filmé la scène depuis la fenêtre du premier étage de sa maison. Il m'a immédiatement envoyé le fichier. Les mains désormais fermes sous l'effet de l'adrénaline pure, j'ai visionné la vidéo. L'enregistrement montrait Théo trempé sous la pluie fine de l'après-midi parisien, entouré de 7 adultes. Claire, sa sœur Chantal, ses parents Bernard et Colette Dubois, ainsi que Laurent, Véronique et Antoine. Un par un, chaque adulte s'est avancé contre mon fils sans défense. Bernard a été le premier à gifler Théo avec une force brutale, suivi de Colette avec un coup encore plus violent. Chantal lui a asséné 2 claques consécutives. Laurent l'a poussé dans la boue avant de le frapper d'un coup de pied. Véronique a frappé son visage avec une telle force que sa tête a brusquement tourné. Antoine a agrippé son bras avec assez de violence pour arracher des cris de douleur à son petit corps. Et Claire, ma propre épouse, a été la dernière. Au lieu de le protéger, elle l'a giflé avec une fureur contenue et a saisi sa chemise trempée, l'accusant de la couvrir de honte devant la famille en pleurant lorsque Bastien jouait, un peu brutalement. Elle l'a poussé contre la porte de derrière et l'a enfermé dehors, le laissant exposé au froid mordant tandis que Bastien observait depuis le porche, riant et imitant des gestes de pleurs. J'ai visionné la vidéo 3 fois de suite, chaque visionnage renforçant une froideur calculatrice dans mon cœur. J'ai immédiatement rappelé Marc pour lui demander combien de temps Théo était resté dehors. Il a rapporté avoir appelé la police 10 minutes après les faits, mais les agents avaient accepté la version des Dubois d'un malentendu. J'ai découvert que Claire avait emmené Théo à la demeure familiale et j'ai réservé 2 places sur le prochain vol pour Paris. J'ai contacté Isabelle Rousseau, mon ancienne mentor qui avait quitté la médecine pour devenir une avocate réputée spécialisée dans la protection de l'enfance, impitoyable dans les affaires de maltraitance familiale. Je lui ai envoyé la vidéo tout en lui expliquant les ecchymoses antérieures, les soupçons de Sophie et le schéma d'intimidation psychologique. Après un long silence, Isabelle a déclaré qu'il s'agissait de maltraitance poursuivable, avec de multiples agresseurs et une préméditation évidente. Elle a garanti avoir les documents de garde d'urgence prêts avant même mon atterrissage à Roissy. J'ai atterri à 8h30 le lendemain matin et j'ai trouvé Isabelle dans le terminal avec des dossiers organisés et un café chaud. Elle avait déjà obtenu une ordonnance d'éloignement temporaire
et une garde provisoire immédiate fondée sur des preuves audiovisuelles irréfutables. Nous nous sommes rendus directement à la demeure des Dubois dans les banlieues huppées de Neuilly-sur-Seine. Bernard a ouvert la porte avec une expression de supériorité qui s'est effondrée en me voyant accompagné de 2 gendarmes de la Gendarmerie nationale. Claire est descendue les escaliers suivie de Chantal et Laurent, tous affichant les séquelles d'une soirée de célébration de Noël. En leur montrant une image fixe de la vidéo où Claire giflait Théo, un silence absolu s'est abattu sur la pièce. Isabelle s'est présentée avec une autorité inébranlable, déclarant que tous les présents étaient convoqués pour être entendus sur des soupçons de maltraitance infantile aggravée. Théo est apparu en haut de l'escalier avec un œil tuméfié et des mouvements douloureux. En me voyant, ses yeux se sont remplis de larmes contenues tandis qu'il descendait lentement pour se jeter dans mes bras. Je l'ai serré contre ma poitrine, ignorant la douleur dans mon dos, lui murmurant que tout était fini et que personne ne lui ferait plus jamais de mal. Nous sommes sortis de cette maison sous les cris d'insultes et de menaces, tandis qu'un gendarme empêchait Claire de nous suivre jusqu'au véhicule. J'ai conduit Théo directement à l'hôpital Saint-Louis, où Sophie l'attendait dans une salle privée pour réaliser l'examen médico-légal complet et documenter méticuleusement toutes les traces d'agression physique. Les semaines suivantes se sont transformées en une bataille juridique implacable. La défense des Dubois a plaidé la discipline familiale traditionnelle et a tenté de me peindre comme un père absent. Cependant, Isabelle a fait preuve d'un brillant stratégique en enquêtant sur les finances de la famille. On a découvert que Bernard et Laurent détournaient des fonds de leur entreprise de construction, tandis que Claire utilisait notre patrimoine commun pour combler les trous en échange du soutien inconditionnel de sa famille. Le scandale financier a éclaté dans la presse, entraînant l'expulsion de Bernard du conseil d'administration et la faillite imminente des affaires de Laurent. Lors du procès de garde, le témoignage de Sophie et la vidéo de Marc se sont révélés décisifs. Le juge m'a accordé la garde totale et exclusive, révoquant complètement les droits de visite de Claire jusqu'à ce qu'elle ait accompli 2 années de thérapie psychiatrique obligatoire, sous supervision judiciaire stricte. Les autres agresseurs ont reçu des peines avec sursis, mais ont vu leur réputation sociale et professionnelle s'effondrer complètement dans la haute société parisienne. 6 mois plus tard, Théo et moi vivons dans un appartement chaleureux près du jardin du Luxembourg, loin des souvenirs toxiques de notre ancienne résidence. Aujourd'hui est un samedi ensoleillé et j'observe Théo concentré sur les plans d'un avion en papier sophistiqué, sans aucune trace de peur dans ses yeux ni de marque sur ses bras. Il m'a demandé si nous ne les reverrions vraiment plus jamais, et j'ai répondu avec une certitude absolue que la justice française garantissait notre protection intégrale. Je ne lui ai pas mentionné que la demeure des Dubois avait été vendue aux enchères judiciaires, que Bernard avait perdu sa fortune estimée à 1,2 million d'euros, ou que Claire survivait désormais avec moins de 900 € par mois dans un petit studio loué. Pour eux, ce fut l'effondrement d'un empire bâti sur l'arrogance. Pour nous, la renaissance d'une vie digne et sécurisée. Théo a levé les yeux de son projet et m'a demandé à quoi je pensais en ce moment de tranquillité. J'ai souri en ébouriffant ses cheveux bruns, lui répondant que je réfléchissais à notre chance immense d'avoir l'un l'autre et à la promesse inébranlable que nous formerions toujours une équipe où aucun de nous ne permettrait à l'autre de subir quelque forme de violence ou d'humiliation. Nous avons terminé notre petit déjeuner, pris nos sacs à dos et sommes sortis pour profiter d'une journée entière ensemble sous le soleil parisien. Une journée libre de peur, remplie de paix, et avec la certitude cristalline que la justice, lorsqu'elle est poursuivie avec une détermination inébranlable, devient une force palpable capable de restaurer la dignité humaine la plus profondément blessée. Si cette histoire a touché votre cœur ou éveillé des souvenirs personnels concernant la protection de l'enfance, réfléchissez profondément. Combien d'enfants silencieux dans votre propre famille ou cercle social peuvent souffrir de maltraitance déguisée en discipline traditionnelle, tandis que des adultes bien intentionnés restent aveugles par commodité ou peur d'affronter la réalité? Partagez votre expérience en commentaire. Votre voix pourrait être le déclencheur qui sauve un enfant, innocent de continuer à souffrir en silence.